Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où un gérant vient nous partager ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Nicolas Decaux, gérant associé chez Clartan Associés que nous recevons. Nicolas, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être 2 mots sur votre maison. Oui, donc Clartan Associés, c'est une maison de gestion parisienne qui a été fondée en 1986, donc ça fait déjà un moment. On est des investisseurs en actions, essentiellement des actions européennes. Et notre devise, c'est Quality and Value, donc on cherche des sociétés de grande qualité et d'autre part qui sont valorisées de façon, je dirais, inférieure à notre point de vue sur leur valorisation fondamentale. Et donc on essaie de les acheter en gros moins cher que ce qu'elles valent. D'accord. Alors, la première valeur que vous avez choisi dont vous avez choisi de nous parler, c'est BNP Paribas. Voilà, tout à fait. Alors BNP Paribas, donc nous, on considère que c'est la meilleure banque d'Europe. Donc on aime bien les banques en général, et dans les banques, notre banque préférée, c'est la BNP. Donc c'est la plus grosse banque d'Europe. Pour nous, c'est la mieux gérée. Ce qu'on aime bien, c'est leurs équipes de direction. Ils ont une gestion très, très rigoureuse. Ensuite, ils sont très bien positionnés en Europe puisqu'ils sont très forts en France, en Italie et dans le Benelux. Donc, ils ont un footprint, comme on dit en anglais, assez large. Ils ont une branche banque de détail. Donc, ça, c'est la banque que tout le monde connaît avec vos agences où vous pouvez aller récupérer des emprunts immobiliers, des crédits conso, etc. Retail, et voilà. Et ensuite, ils ont une branche banque de financement et d'investissement. Donc ça, c'est toute la partie financement des entreprises, banque de marché, partie trading. Et tout ça, c'est c'est vraiment très bien géré, extrêmement efficace. Donc c'est ça qui nous plaît chez BNP. Ouais. Alors, selon la valorisation actuelle, pourquoi vous croyez encore au potentiel de BNP ? Alors, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans BNP et dans les banques en général parce qu'elles sont extrêmement peu chères, elles sont sur des multiples extrêmement faibles et qui sont le résultat de 15 années de très mauvaise performance boursière des banques depuis la crise de 2008. Donc, ce qui s'est passé à partir de 2008, c'est que le régulateur a décidé de remettre de l'ordre dans le bilan des banques. Ils leur ont demandé d'augmenter leur capital, parfois par 2 ou par 3. Donc, ils ont beaucoup plus de capitaux qu'il y a 15 ans. Et en face de ça, vous avez les taux qui ont énormément baissé pendant 15 ans. Et en fait, la banque, un environnement de taux bas, c'est très compliqué pour les banques. Et donc là, on a les taux qui réaugmentent. Donc, pour eux, mécaniquement, ça va être plus facile de faire de la marge sur les crédits qu'ils accordent. Et en face de ça, ça y est, ils sont complètement recapitalisés. Donc pour nous, tout va dans le bon sens pour les banques en général et on choisit le meilleur de la classe. En particulier. Alors, deuxième valeur, c'est Mercedes. Oui, tout à fait. Alors, donc, valeur allemande, je pense que tout le monde connaît les autos Mercedes, enfin les voitures Mercedes. Donc, ce qu'on aime bien, c'est que c'est les constructeurs automobiles, c'est un peu la même chose que les banques. Ça fait 15 ans que ça se passe assez mal. Donc, on est sur des valorisations très faibles, enfin des PE de 6, 7, qui sont quasiment des cours de faillite, entre guillemets, et pour tous les constructeurs automobiles. Et donc là, de nouveau, on choisit un constructeur automobile de grande qualité qui est très fort sur le segment premium. Ils ont des très bonnes voitures dans le segment luxe. Je pense que tout le monde connaît les voitures Mercedes. Et en plus de ça, avec la transition vers l'électrique, on trouve que Mercedes est très bien positionné. Ils ont sorti des modèles, la EQS, la EQA, qui sont en fait des Mercedes que vous connaissez, mais avec un moteur électrique. Donc nous, en fait, ce qu'on attend, c'est pour les constructeurs automobiles à l'avenir, si vous voulez, vous avez Tesla qui est rentré sur le marché, qui clairement est le leader dans l'électrique. Ça, ils vont probablement rester leaders pendant très longtemps. Mais par contre, ce que nous on espère, c'est que les anciens constructeurs les marques premium vont rattraper, suivent, et notamment les marques premium, et surtout qu'elles restent fidèles à leur marque. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on espère, c'est que quelqu'un qui était un client Mercedes historique retrouve dans une électrique Mercedes ce qu'il aimait bien dans une Mercedes essence. Et pour faire simple, c'est une voiture extrêmement puissante, extrêmement stable, qui peut aller très très vite sur l'autoroute. Voilà. Et on pense que apparemment les voitures électriques que sort Mercedes sont très très bien notées par les consommateurs. Et en termes de valorisation potentielle, comment vous... Les valorisations, encore une fois, on part de niveaux tellement faibles parce que en fait le marché avait pris une vue qu'en fait quasiment que Tesla était le futur de l'automobile et que donc tous les autres allaient disparaître. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Donc en fait, il y a énormément de potentiel de revalorisation. Il suffit qu'on s'aperçoive qu'ils vont survivre et qu'ils vont conserver leur marque et qu'ils vont arriver à suivre la transition électrique
pour que ça se passe. Ils avaient été un peu condamnés rapidement et là on est en train de voir qu'ils resteront encore. Bon, ceci dit, le secteur en général avait des mauvaises habitudes, je dirais, concurrentielles. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de constructeurs automobiles, c'était priorité au volume contre les marges. Et en fait, avec le Covid, ils se sont rendus compte que, vu qu'on manquait de semi-conducteurs, ils ont été empêchés de produire en 2021 et 2022, et ils se sont rendus compte que ça a fait exploser leurs marges. Et alors maintenant, du coup, ils ont un peu vu la lumière. Ils nous disent que maintenant, la priorité, c'est les marges et c'est plus les volumes. On espère que ça sera vrai, on verra. Mais enfin, en tout cas, ils ont compris qu'on pouvait faire plus de profit avec moins de volume. Et ça sera forcément salué par le marché qui aujourd'hui n'y croit pas encore. C'est vrai. Donc, il faut peut-être en profiter. Voilà, donc vous avez encore le temps d'en profiter. Troisième et dernière valeur, c'est une valeur néerlandaise qui est indispensable à la fabrication des puces électroniques, je crois. Voilà, donc c'est ASML. Donc ASML, c'est un constructeur, un fabricant de matériel de lithographie, donc qui sert à faire de l'impression de circuits imprimés, et notamment des puces de très petite taille. En fait, des tailles les plus petites, en dessous de 10 nanomètres. En ce moment, alors les plus petites, on arrive à 3 nanomètres, bientôt on sera à 2 nanomètres, et ils commencent à compter en angstrom. Donc un angstrom, c'est un dixième de nanomètre. Mais en fait, c'est extrêmement technique. On arrive à des échelles quasiment atomiques. Il y a quelques décennies, ce secteur, les leaders étaient Canon et Nikon, donc les Japonais. Et en fait, ils se sont fait dépasser par ASML, qui était un spin-off de Philips dans les années 80. Et ils ont réussi à en fait, les prendre de vitesse, et Canon et Nikon n'ont pas réussi à suivre. Ils sont licenciés. Et donc aujourd'hui, ASML, ils sont les seuls à arriver à faire des machines de lithographie EUV, ce qu'on appelle EUV, c'est-à-dire extra ultraviolet, et personne d'autre ne sait les faire. Et donc en fait, pour ces semi-conducteurs, en fait, les plus efficaces, les plus rapides, les plus petits, ils sont les seuls à pouvoir en faire. Et donc, tant que cette position n'est pas menacée, et c'est vraiment une capacité technique, c'est-à-dire qu'il faudrait que Canon et Nikon ou un Chinois arrive à les rattraper. Mais pour le moment, on surveille le marché, c'est pas le cas. Voilà. Et ces semi-conducteurs, c'est ce que vous retrouvez dans votre iPhone. Et puis ça va aussi être extrêmement utile pour tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'on a besoin de cartes graphiques qui sont faites par Nvidia. Et ces cartes graphiques, plus elles ont plus la node est petite, plus elle va être efficace. Et ce qui fait que l'intelligence artificielle va fonctionner, c'est les supercalculateurs à carte graphique. Tout ça, c'est en fait, donc la machine, elle est puissance miniaturisée, quoi. Voilà, puissance miniaturisée. Les clients, c'est TSMC à Taïwan et Samsung en Corée. C'est les deux constructeurs qui savent bien les utiliser. Et il y a un constructeur de microprocesseurs qui est en train de se faire distancer, c'est Intel. Voilà, donc c'est un secteur où il y a assez peu d'acteurs, c'est extrêmement technique, c'est même stratégique. Enfin, ça devient un problème géopolitique maintenant, les microprocesseurs. Oui, en fait, les Taïwanais ont besoin quelque part des Néerlandais de ASML. Ils ont absolument besoin d'ASML et je dirais vice-versa, parce que d'un autre côté, il n'y a que TSMC qui arrive à bien utiliser. On parle toujours de Taïwan, mais il y a aussi ASML. Exactement. Très bien. Et donc, elle est dans la côte européenne. Donc voilà, nous on se dit enfin un Européen. Ouais, exactement, un Européen. Très bien. De manière plus globale, Nicolas, comment voyez-vous l'orientation des marchés sur les prochains mois? Alors l'orientation des marchés sur les prochains mois, donc il y a du positif et puis il y a des choses qu'on surveille. Donc dans le positif, il y a la réouverture de la Chine. Donc les marchés européens sont vraiment, les entreprises européennes sont vraiment assez bien faites pour capter le redémarrage de l'économie mondiale en général et de l'économie industrielle en particulier, notamment avec tout le complexe industriel du nord-ouest de l'Europe, toutes les sociétés industrielles du Mittelstand allemand, les sociétés suédoises, suisses, hollandaises. Tous ces gens-là sont très très connectés avec les Chinois. Donc quand ça repart en Chine, quand les usines chinoises redémarrent, ça redémarre en gros dans toute la supply chain en Europe. En France, c'est le luxe. Le luxe est très connecté sur le consommateur de luxe chinois. Donc pour nous, ça c'est positif. Deuxième chose qui est positive, c'est la résorption de la crise énergétique en Europe. Donc les Russes ont coupé le gaz en Europe l'été dernier complètement.
Et le marché a réussi à retrouver un équilibre avec d'une part une baisse de demande et d'autre part des arrivées de gaz naturel liquéfié. Là, on voit un marché qui revient à l'équilibre et du coup, ça éloigne le spectre de la récession technique, je dirais, enfin des usines qui ferment par manque d'énergie et même pour le consommateur d'ailleurs au passage. Donc ça, c'est les éléments positifs. Ensuite, dans les éléments à surveiller, il y a, je dirais, l'inflation où peut-être que le marché s'est dit un peu vite à l'automne dernier que l'inflation c'était terminé, on avait vu le pic et que on n'en entendrait plus parler. Là, ce qu'on voit, c'est que le marché du travail reste très tendu, d'abord aux États-Unis, mais quand même aussi un peu en Europe. Et donc, le risque, c'est que les banques centrales, en conséquence, soient plus agressives et qu'on ait des taux qui continuent à augmenter, et dans le but de faire ralentir l'économie. Donc, un jour ou l'autre, ça va finir par marcher. Si on fait ralentir l'économie, forcément, ce n'est pas quelque chose qui sera positif pour le marché action. Donc, c'est ça qu'on surveille. Voilà. Nicolas, merci pour ce partage, cet éclairage très intéressant et très fructueux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Investir TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions.